Bonjour à tous. Dans quelques jours, les chrétiens du monde entier vont fêter Noël, synonyme, pour ceux qui le peuvent, d'une grande fête familiale avec les cousins et cousines qu'on n'a pas vus depuis longtemps, les grands-parents qu'on bichonne, le petit dernier qu'on admire, sans oublier les enfants impatients de découvrir leurs cadeaux au pied du sapin et bien sûr, le repas de Noël. Alors, si le sapin avec ses guirlandes et ses cadeaux fait partie du décor immuable de Noël, le repas, lui, peut être différent que vous soyez à New York, Manille, Buenos Aires ou encore Yaoundé. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, la façon dont on prépare les festivités sur le continent africain. Entre le respect des traditions, des cultures locales ou encore de l'environnement, nous allons découvrir ensemble que la table de Noël africaine n'a absolument rien à envier aux tables de la 5e avenue ou des Champs-Élysées. Certes, vous n'y trouverez peut-être pas du foie gras, des huîtres et du saumon, mais peut-être d'une gonda mukon, du poulet DG ou encore un peu de ndolé. Et si vous ajoutez à cela le sens de la famille, du partage et de la solidarité, des valeurs chères aux cœurs africains, vous avez tous les ingrédients pour passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et ce n'est pas mon invité qui va nous dire le contraire. Et mon invité, c'est vous, Christian Bégan, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef cuisinier, expert en stratégie gastronomique et sécurité alimentaire, le tout bien évidemment au service de la gastronomie afro-continentale. Je rappelle votre livre « Le patrimoine culinaire africain ». Bonne idée de cadeau de Noël, puisqu'on y est, je pense, on peut le dire, aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler, comme je le disais, de repas de fête de Noël, de repas de fête africains. Mais vous, quel est que représente pour vous le repas de Noël et quels sont les premiers souvenirs qui vous viennent ? Oh, les premiers souvenirs, c'est l'esprit de Noël. Dans le quartier où j'ai grandi, que ce soit les voisins et tout, etc., il y avait cet esprit de Noël et les chants, la messe, et puis toute cette énergie où tout le monde avait cette possibilité. C'est l'esprit de Noël, parce qu'au regard de ça, il y a tous ces plats, mais il y a d'abord l'esprit de Noël, qui est cette chaleur, qui est cette ouverture d'ouvrir des fois sa maison, parce qu'on pouvait aller déjeuner, manger chez les voisins facilement. On était invités de part et d'autre. Il n'y avait pas de problème de température. Il n'y avait pas de problème de température. Et c'était vraiment un moment immuable, inconditionné de partage, en fait. Quand vous dites, on se rend compte, c'était que sur le 24-25 ou ça commençait un petit peu la fête de Noël ? Vous êtes camerounais, alors pour le moment on va parler du Cameroun, mais on va parler de l'Afrique dans son ensemble. C'est quelque chose qui commence une semaine, 10 jours avant, ou déjà on sent que ça frémit, comment ça se passe ? Généralement, c'est un peu comme toutes les fêtes dans le christianisme. Il y a donc cette préparation avec l'avant, la crèche et tout, etc. Et puis il y avait quand même l'obligation d'avoir ceux qui pouvaient avoir des habits nouveaux, des cadeaux, du sapin, bref. Mais moi, je reviens surtout sur cette énergie qui est l'esprit de Noël, qui commençait un tout petit peu avant donc, les fêtes et qui continuait jusqu'à la fin de l'année. Une parenthèse de bien-être et de plaisir, en fait. Absolument. Absolument. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment se prépare un repas de Noël africain ? Et d'abord, qui fait la cuisine, tiens ? Tout le monde y participe. Des femmes font de la cuisine, mais dans beaucoup d'environnements... Je pose la question parce que j'ai vu qu'en fait, c'était apparemment... C'est des femmes qui s'occupaient du repas et les hommes étaient interdits. Non. Dans beaucoup, par exemple, quand vous allez dans certains pays, comme au Togo, les hommes cuisinent quand il y a des plats spécifiques. Quand on veut faire un kossidou ou une vraie feijoada, ou alors des fois des plats ancestraux, dont certains avec la maîtrise. Donc les femmes participent et cuisinent. Les hommes ont ce souci de pouvoir apprêter les animaux qu'on va pouvoir cuisiner, et tout, etc. Mais c'est quand même souvent un effet d'ensemble. Mais les femmes cuisinent, ça en fait, sur le continent. Ce sont quand même les garantes de l'alimentation de la population. Vous êtes en train de me dire que les hommes font les courses, les femmes font la cuisine ? Bon, le monde évolue. Oui, non, bien sûr. De nos jours, tout le monde participe. Tout le monde participe. On a d'excellents cuisiniers, on a d'excellents banquiers qui font des dindes, des rôtis, qui font vraiment tous ces types de produits festifs. Bon, alors comment ça se passe le repas ? Comment il est décomposé ? Est-ce que c'est tout autour d'un plat où on a les entrées, on a les fruits de mer, on a la viande, les poissons ? Ça dépend de la conception quand même du foyer, de l'environnement sociétal, social. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a souvent
une pièce de viande, de volaille ou de poisson. Il y a vraiment une belle pièce ce jour de Noël. Bon, ceux qui peuvent avoir, on peut dire, pas le veau gras, mais de la volaille ou avoir même de la viande, parce que vous savez que dans notre culture, les produits, la viande, c'était quand même des produits de chasse, et que culturellement, nous ne consommons pas en Afrique de la viande tout le temps. Donc, c'était le moment spécifique. Donc, beaucoup de légumes aussi, mais c'est surtout cette capacité d'avoir un plat en plus de ce que nous avions au quotidien, mais toujours en gardant l'identité de l'esprit de Noël. C'est ça qui est important. Alors, vous le disiez, c'est selon, bien évidemment, les moyens de chacun, on fait ce qu'on peut, mais riche, moins riche, aisé, pas aisé, qu'est-ce qu'on retrouve systématiquement sur une table africaine? Une table africaine, l'amour. Oui, parce que manger, c'est un acte d'amour. Hein. Ouais. C'est un acte civilisationnel que nous avons. C'est ce partage inconditionnel qui fait cette culture. Et c'est d'abord cet amour. Parce que quand vous passez à Noël, même surtout aussi à Noël et même avant, même si on est hors de la période de Noël, les passants qui sont devant la maison, quand ils disent bonjour, on leur dit venez manger, venez partager. Esprit de partage, d'amour, pas vraiment uniquement sur les plats. Certes, beaucoup de maisons, beaucoup de foyers ont toujours le cabri qu'on a bien engraissé ou alors le coq ou la poule. Voilà. Il y a toujours une pièce qui attend ce moment donc là. Mais si on n'a pas cela, on fait avec ce qu'on a, mais on partage. Mais là, vous me dites, qui passe devant la fenêtre est invité. Il dure combien de temps, les repas de Noël? À partir du moment où, quand on commence à midi ou 13h, c'est toute la journée. Ouais. C'est toute la journée, mais c'est vraiment l'esprit de Noël. C'est vraiment l'esprit de Noël. On a des tables gargantuesques, effectivement, dans des très grandes familles, des familles de planteurs et tout, etc. Et souvent même, quand les familles se rejoignent, chacun apporte aussi des choses spécifiques, c'est vraiment pour avoir cet esprit de partage. Mais c'est surtout avoir un moment avec les autres. Et avec les enfants? Surtout. Les enfants sont au cœur quand même d'une fête comme celle-là. Et il y a des repas spécifiques pour eux ou c'est les enfants, vous savez, les enfants, quand ils sont culturellement, vous donnez un poisson qui a plein d'arêtes à un enfant qui est né au bord de la mer ou de l'eau d'une rivière, c'est normal. Donc, ouais. Ils consomment forcément les mêmes produits. À part certains produits extrêmement rares, quand, par exemple, des reptiles ou des gibiers ou de chasse, voilà, les enfants n'ont peut-être pas accès à cela. Mais quotidiennement, ils participent allègrement donc au repas. Il serait malvenu, je pose la question naïvement, est-ce qu'il serait malvenu qu'une famille reçoive et sortent du côté traditionnel et peut-être pour en mettre plein la vue, font un réveillon avec du foie gras, des huîtres? Pourquoi pas? C'est une capacité d'agrémenter le partage. Et on agrémente le partage avec l'histoire, on agrémente le partage avec ses voyages, avec ses passions, ce qu'on a rencontré. Bien au contraire, quand on voyageait, on sait que les autres ont des huîtres ou du foie gras ou ces produits spécifiques, eh bien, on peut les amener parce que ça participe à la culture, ça participe à l'ouverture du monde, ça participe à toujours à la découverte des autres. Il existe de grosses différences entre le repas de Noël des villes et le repas de Noël des champs, on va dire. C'est vraiment très différent, où tout est quand même assez similaire selon les pays où on est. C'est l'amour toujours. C'est l'esprit, voilà, c'est ça. C'est un sentiment. C'est similaire pour l'amour des autres, pour le partage. Parce que même si vous êtes à la campagne généralement, ils vont faire quelques plats, mais toujours avec 2 ou 3 produits rares, nobles, de bons poissons fumés, une pièce de volaille ou un produit de chasse, mais c'est toujours dans cette capacité donc, de partage et d'esprit de Noël. Le plaisir de recevoir. C'est tout le temps, en fait, parce que ce n'est pas simplement à Noël. Vous savez, l'acte de manger est civilisationnel. Le repas typique africain, quand on arrive dans beaucoup de contrées, des villages et tout, etc., on dresse un plat, comme au Sénégal ou ailleurs, où tout le monde vient directement se nourrir, manger. Donc on a déjà dans cette culture ce partage et cette capacité d'inviter donc les autres. On n'a pas besoin vraiment de se dire que c'est vraiment à Noël où on le fait. Nous, culturellement, on a cette ouverture, on a ce legs, on a cette richesse, on a
on a cet amour et ce partage de ce que nous avons traditionnellement pour les repas. Je suis sûr, alors c'est bien que vous parliez du Sénégal, qui est un pays majoritairement musulman, et j'ai vu qu'en Afrique, Noël, le repas de Noël était assez œcuménique quand même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas « Ah, on est musulman, on ne fait pas Noël ». Non, on revient à ce que vous disiez, le plaisir, le partage, le plaisir de recevoir, et peu importe quel Dieu vous croyez. Non, les non-chrétiens participent aussi à la fête parce que quand on a la fête du mouton, par exemple, et voilà, ils partagent aussi quand ils ont leur pièce de viande avec les voisins et tout, etc. C'est normal que les autres, à leur fête, apportent aussi un supplément de plats et de saveurs chez les autres. Mais vraiment, c'est cette capacité de pouvoir partager un repas donc ensemble et dans tout un esprit d'amour et de fraternité. Alors, au cœur de notre rédaction, nous avons une jeune journaliste originaire du Cameroun qui a 2 questions à vous poser, dont une au sujet d'une dolé. Apparemment, il y a un petit désaccord. On écoute ces questions et j'attends vos réponses. Bonjour chef, j'espère que vous allez bien. J'ai 2 petites questions pour vous. La première, c'est quelle est la recette originelle d'une dolé selon vous? Parce que moi, étant de l'Ouest, je sais que mes parents font souvent du ndolé avec du poireau et chez les Sawa, c'est interdit. Donc, selon vous, quelle est la recette même du ndolé? Et la deuxième question, c'est comment rendre nos repas compétitifs sur le plan international? Parce que les Français, eux, ils ont de jolis petits noms, là, une présentation très agréable de leur repas et comment nous, on peut rendre un bongo chobi, par exemple, appétissant, agréable. Ça donne envie à un étranger d'acheter. Selon vous, j'aimerais bien avoir des réponses à mes questions. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Comment elle s'appelle Lorraine. Lorraine, Oui. Lorraine, merci pour ces questions. Alors, la recette du ndolé, Alors, rappelle ce qu'est le ndolé, parce que le tout le monde ndolé, le connaît. c'est un plat emblématique. C'est l'un des plats emblématiques. Le plat emblématique au Cameroun, l'un des plats emblématiques de la gastronomie camerounaise, où est cuisinée la feuille de ndolé, qui est la feuille de Vernonia, voilà, c'est le nom quand même précis, où on a plusieurs variétés dans ces feuilles. Il y a les plus amères ou autres. C'était d'abord un alicament, parce qu'à des moments, on consommait des ndolés. Un alicament? Un alicament, oui, des médicaments, voilà, des aliments. On préparait des ndolés très, très amers pour des gens qui avaient des problèmes gastriques, etc. Et c'est un aliment qui est spécial, un plat spécial, parce qu'en même temps, dans le même plat, nous avons le sucré, le salé, l'amer. Et la voilà. Et nous avons beaucoup d'autres saveurs qu'on peut rajouter, que ce soit les produits carnés, c'est-à-dire les viandes, ou alors les crustacés ou les poissons. Donc, c'est quelque chose de très emblématique. C'est aussi un plat extrêmement difficile à faire. En termes de préparation? Préparation, oui, très très long, parce que l'arachide, c'est une sauce à base d'arachide, mais cet arachide doit être trié, nettoyé, pré-cuit, écrasé, continue à être cuit. Ah, c'est pas juste une poignée de C'est cacahuètes. pas juste une poignée, voilà, Ah, c'est encore... Une sauce d'arachide grillée est beaucoup plus facile à faire qu'un ndolé, et surtout, il faut doser l'amertume de la feuille de Vernonia qui doit être lavée, relavée une dizaine de fois pour que la simple amertume puisse correspondre à la sucrosité de l'arachide, de la graine de cacahuète, quand elle est cuite. Donc, et c'est cette symbiose qui amène donc de l'amer, un petit peu, du sucré, donc du salé, et qui réveille les qualités organoleptiques qui en font un plat spécifique. Alors, est-ce qu'il y a du poireau dedans? Pour elle, il n'y a pas de poireau dans le ndolé. Non. Voilà, il n'y a pas de poireau, et que des oignons. C'est un sacrilège. Mais on peut agrémenter par rapport à cela. De rajouter le poireau. Mais le poireau sert évidemment dans beaucoup d'autres préparations. Ce serait très bien dans un condré. Ils ont un ragoût de chèvre qui est excellent dans l'Ouest, où on peut rajouter du poireau dedans. Il y a beaucoup plus sa place que dans un ndolé. Et concernant sa deuxième question, comment faire pour internationaliser, exporter plus facilement les plats africains? Mais ça se fait déjà. Je me permets de vous couper, sachant que quand je vous écoute et en préparant l'émission, je me suis rendu compte que quand même la cuisine africaine était principalement basée sur les saveurs et les goûts. Il y a beaucoup de saveurs, peut-être plus, et les épices, peut-être plus que dans d'autres cuisines. Je me trompe peut-être, vous allez me dire, mais comment on fait pour que ce soit... En tant que Parisien, Français, j'ai souvent l'impression si on n'a personne d'Africain autour de soi, il est très difficile de suivre une recette et de faire un plat africain. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Mon livre explique ça très bien.
Oui, c'est pour ça que je le recommande. Oui, il explique bien. C'est le livre sur le processus d'adaptation d'une recette. Il ne faut pas oublier que si on veut se référencer sur la cuisine française, qui a une cuisine du terroir, parce que bon, un cassoulet avec tout ce qu'il y a, ce n'est pas aussi si esthétique que ça. Hein, on voit, ou alors, voilà, on a des blanquettes ou les plats en sauce. Ou les plats en sauce, ou une tête de veau sauce grébiche. Hein, ce n'est pas très, voilà, le plat merveilleux de regretter. Donc, mais il y avait... il y a quand même une conditionnalité et puis une possibilité de rassurer les aficionados de la cuisine africaine, de la cuisine afro-continentale, c'est qu'elle peut être esthétique. Elle est esthétique parce que l'Égypte fait partie quand même de l'Afrique et qui a cuisiné avant tout le monde. Donc forcément, Cléopâtre ne mangeait pas des plats qui étaient vilains, hein, en fait, je pense. Si on va là-bas, je crois que... C'est vous qui avez dit que Cléopâtre n'a pas reçu l'empereur avec une poignée de cacahuètes. Non. Si, oui, c'est moi. C'est vous qui l'avez dit, ouais. Passionné donc de l'histoire culinaire égyptienne. Mais je pense que c'est en cours. Ouais. C'est quand même un travail que j'ai initié depuis une trentaine d'années. Alors, vous me devancez un petit peu parce que je vais aller vous parler de Maurice Sacco, justement, le jeune chef cuisinier qui a fait Top Chef et qui est le premier chef africain à avoir une étoile au guide Michelin. C'était en 2021. Quand vous avez entendu ça, quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit quoi? Vous avez été fier ou vous vous êtes dit « Ah, mon travail a abouti à quelque chose ». Moi, j'ai été précurseur. Hein, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Que je pense que les jeunes, ils se sont plus... parce que j'ai eu tout ce qui a été très difficile d'un jeune chef il y a quand même 20-30 ans. Ouais. Donc, c'était très bien pour Maurice Sacco. Mais je pense que nous avons beaucoup de chefs sur le continent, des chefs africains, d'autres qui sont sur Paris. Il y a Pierre Sieoui qui a un très beau restaurant, le Garde-Temps, qui fait de très très belles choses au niveau donc d'une cuisine bistronomie française avec des épices donc africaines. Il y a Dieuveille Malonga qui est au Rwanda, qui a donc une école où il apporte cette gastronomie de la ferme à l'assiette avec un travail de très grande couture culinaire. Donc, il y a beaucoup de talents comme ça qui sont tout aussi... Bon, on est très content pour Maurice Sacco, hein, mais je dis... il n'y a pas que lui. Les autres font un travail remarquable. Et il y en a d'autres avant. Il y en a d'autres avant, d'autres après. Dans chaque destination, que ce soit à Abidjan, à Dakar, il y a beaucoup de jeunes chefs que je suis jusqu'au Gabon, mais qui ont cette énergie créatrice en respectant donc les codes. Et surtout, ils amènent un savoir-faire et puis des produits nouveaux, parce que la cuisine prometteuse d'avenir, c'est l'Afrique. Hein. C'est celle qu'on n'a pas encore vraiment découverte, explorée. Ouais. Sinon, c'est elle. Et puis, ce sont tous ces jeunes que je salue et qui ont énormément de talent, qui s'appliquent à pouvoir faire de très belles choses autour de cela. Là, justement, alors, en tant que profane et naïf devant un feu de cuisine, vous diriez que la cuisine africaine, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose qui se transmet? L'art culinaire africain, ça se transmet ou ça s'apprend? La question est quand même particulière. Hein. Ce n'est pas comme une mauvaise habitude qui peut se transmettre, je crois. Ah non, justement, j'allais vous parler d'une âme, de quelque chose de profond. C'est un héritage qu'on reçoit et qu'on peut transmettre. Mais on est obligé aussi d'apprendre, parce que les modes de cuisson et puis tous les équilibres spécifiques au niveau des choix des aliments, des préparations, parce qu'il ne faut pas oublier que ces cuisines continentales ont beaucoup de produits transformés qui sont juste à leur porte, et il faut vraiment faire attention à la justesse de ce qu'on doit apporter sur l'écriture qu'on veut mettre sur l'Afrique, sachant que nous n'avons jamais cuisiné depuis 5000 ans, 3000 ans, 2000 ans, depuis que la cuisine africaine existe, avec des bouillons cubes. Donc nous avions toujours une énergie spécifique au niveau des merveilleuses épices que ceux du continent. Alors, on va revenir à l'esprit de Noël. Vous le disiez tout à l'heure, c'est l'amour, le partage, la solidarité. Et là, justement, je voudrais vous présenter un exemple. Notre correspondant au Togo, Nicolas Louillard, est allé dans un endroit bien particulier, à la quintessence peut-être de ce qu'est l'esprit de Noël. On regarde et vous me dites ce que vous en pensez. Dans le village de Konta, dans la préfecture de Yotor, tout au sud-est du Togo, se trouve un centre de réinsertion qui accueille une trentaine d'enfants handicapés mentaux. Ce jour-là, démarrent les préparatifs de la fête de Noël. Les enfants décorent la terrasse de leur dortoir aux couleurs de la fête. Issus pour la plupart de familles pauvres, certains sont rejetés par leur entourage, voire leurs parents. Chaque année,
le centre organise les fêtes de fin d'année pour leur permettre de passer des moments de gaieté et de bonheur. Cette fête de Noël, ça redonne la joie et la dignité, le sourire à chacun d'eux. Le 25 décembre, ils auront droit à des cadeaux de la part du Père Noël et un bon festin de foufou, plat traditionnel togolais fait à base d'igname. Mais en attendant, ils peuvent raffoler le copieux plat du riz et de la viande de bœuf qui leur a été servi. Je suis très heureux pour la fête de Noël aujourd'hui. Pour les encadreurs, ces enfants méritent une vie épanouie, au même titre que les enfants normaux. Des enfants délaissés, des enfants de rue, qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre la fête de Noël comme tous les autres enfants. Dans ce village, comme dans bien de communautés chrétiennes, ces moments de fête sont aussi l'occasion d'inculquer aux enfants des valeurs sociales fondées sur des histoires bibliques. Urbain, 11 ans, a rejoint le centre il y a 5 ans. Cet après-midi, il interprète le rôle de Joseph dans un sketch sur la naissance de Jésus. Ma femme est enceinte. Donnez-lui une place. Elle veut accoucher. Aujourd'hui, il se sent heureux de partager ces instants avec ses camarades dans un esprit de partage ou encore de l'amour du prochain. Nous avons mangé et joué ensemble. Ils ont fait une petite mise en scène qui est la naissance de Jésus. Chaque fois, la plupart des enfants le voient dans les séries, dans les films, à la télé, mais ils n'ont jamais vécu. Donc, c'est pour susciter en eux ce qui s'est passé le jour-là. En cas d'accueil, une famille pour ces enfants démunis qui retrouvent peu à peu la joie de vivre. C'est ça, Noël, Christian? C'est ça, c'est surtout cela. Et je remercie et je félicite quand même les équipes qui travaillent dans les orphelinats, dans beaucoup d'endroits. Moi, je travaille, j'accompagne le PAM. On a beaucoup de... Le programme alimentaire. Le mondial. Voilà, on a beaucoup de sites et de lieux au niveau de tout ce qui a trait à la malnutrition et où on organise aussi pas mal d'événements autour de Noël. Mais ce sont des exemples spécifiques que je vous ai dit, que je disais tout à l'heure en début d'émission. C'est d'abord l'amour. Ouais. C'est d'abord l'amour. Et vous trouvez que ça se perd un peu, ça? Alors peut-être pas en Afrique, mais dans des grandes capitales, on est plus concentré sur le luxe, le bling-bling, et on oublie un peu justement l'esprit de partage et de solidarité? L'esprit de partage dans des grandes capitales, c'est le respect du regard de l'autre. La société, quand même, plus elle évolue, soi-disant, elle se renferme. Elle se renferme. On a pas mal de choses dans ces pays développés où les voisins ne se parlent pas. Ils sont tout seuls dans un immeuble de 20 appartements, mais ils passent Noël, ils ne se disent pas bonjour. Ce qui est inconcevable sur le sol africain. Donc, je pense que le supplément d'âme, on peut, si on le comprend, on peut toujours générer cet élan vers l'autre. Parce que c'est au fond de chacun de nous de pouvoir se dire qu'on peut apporter un peu de supplément d'âme à ceux qui en ont besoin. Je pense que c'est... En Occident, on peut dire, ou bien en Europe, ça n'a pas disparu totalement, parce qu'on va dans les campagnes, on retrouve dans cela. Mais l'urbanité, l'urbanisation et ce système très affolant des plateformes et de tout le reste enlève quand même une certaine sacralité au niveau de la relation donc humaine, ce qui va avec le monde. Et il y a aussi autre chose qui diffère avec l'Afrique, et peut-être, je prends l'exemple de la France, c'est l'aspect de la religion aussi. On voit que dans certaines grandes villes africaines, vous le disiez tout à l'heure, on va à la messe, c'est tout un programme, c'est tout un parcours que l'on suit. Alors que la messe de minuit maintenant à Paris, il n'y en a plus beaucoup, ou alors il n'y a que des personnes qui ont plus de 80 ans. C'est quelque chose que vous regrettez, qui vous désole, ou vous dites non, la société évolue comme ça, il faut respecter les choix de chacun? Vous savez que l'Afrique a quand même un potentiel de jeunes beaucoup plus important que dans beaucoup d'autres environnements. Quand vous avez certains pays, par exemple comme le Rwanda, où 60% de la population a moins de 30 ans, donc les jeunes ont quand même des disques durs vierges, puis qui peuvent appliquer et puis relater, conserver, véhiculer, adapter et surtout pérenniser donc des cultures dans un environnement comme celui-là. La transmission. Ils reçoivent facilement et ils peuvent continuer donc à le faire, mais surtout le manifester, parce que quand on le voit, on se dit on vit cela.
on vit cela. Je dis, mais cet esprit de Noël, il perdure d'une manière ou d'une autre, parce que même dans ces pays, dans ces villes, parfois beaucoup plus froides que d'autres, même au cours d'un bistrot, il y a des patrons qui essayent de donner un petit verre, essayent d'apporter aussi de leur esprit de Noël. Un peu de chaleur dans tout cette économie outrancière. Mais il faut qu'on revienne au fondamental de Noël, qui est vraiment, à mon sens, l'amour, c'est le partage. Alors, l'amour et le partage, ma dernière question, est-ce que vous accepteriez de nous partager votre menu du repas de Noël que vous allez préparer cette année? Mais je ne sais pas, en tant que chef, qu'est-ce que je vais préparer. Ça va dépendre de vos invités ou ça va dépendre de quoi? Non, j'aime beaucoup les produits de saison, de là où je me trouve, en fait, parce que je peux être avec vous aujourd'hui et je vais passer Noël dans un autre pays. Et c'est ce qu'on peut trouver au marché. Et c'est une construction non différente. Si je suis à Dakar ou bien à Abidjan ou au Cameroun, et puis je suis au marché et que j'ai des produits spécifiques, je pense que je vais m'inspirer de ces produits pour leur donner une écriture de Noël. On ne peut pas dire qu'on n'a que des produits spécifiques qu'on peut prendre. Vaut mieux aller trouver, acheter ou bien avoir des produits qui sont accessibles aussi et leur apporter donc une identité de Noël dessus par le travail, par l'association, par d'autres types d'ingrédients qu'on apporte donc là-dessus. Mais j'ai une passion pour les poissons très froids. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que peu importe ce que l'on prépare, la finalité, il faut que ce soit de l'amour et du partage. C'est l'essentiel. Et ça, c'est Noël. Allez, Christian, je rappelle votre livre « Patrimoine culinaire africain » chez Michel Lafon. Idée de cadeau, hein, on va pas se gêner. N'hésitez surtout pas. Et surtout, ceux qui connaissent rien à la cuisine africaine. Absolument, c'est un abécédaire, mais c'est parti de la première des réflexions parce que je voulais que les aficionados de la gastronomie afro-continentale puissent aller dans un supermarché quelconque, acheter des oignons, de l'ail, du citron, une volaille ou un poisson, du riz et des olives et faire un yassa traditionnel avec un peu de moutarde. Donc ils n'avaient pas besoin d'aller faire des courses jusque très très loin, mais on peut avoir cet esprit donc culinaire et puis populariser donc cette culture culinaire qui est exceptionnelle. Eh bien merci, je vais le garder. Merci beaucoup Christian Béguin d'avoir accepté notre invitation. Ce TLS Plus est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS Plus et comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine, au revoir tout le monde.